Si vous avez cliqué sur cette vidéo, peut-être que vous voulez acheter un véhicule électrique, ou en tout cas ça vous trotte dans la tête. Eh ben, on va répondre aux principales questions qu'on peut se poser à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est avec Maxime. Salut Maxime. Salut, bonjour à tous. Bon, avant la première question, Maxime, quand même, faut savoir que toi, tu as essayé quand même beaucoup de voitures sur le marché, et dont beaucoup des voitures électriques. Donc, normalement, tu sauras répondre à toutes les questions. J'espère. Il n'y a pas de raison. Première question de Astro Boy. Quelle est la durée de vie d'une voiture électrique, batterie, système, écran, etc. Allez, bon courage. Je dirais que ça dépend des marques déjà, comme dans le thermique finalement. Ouais. Maintenant, combien de temps dure une voiture électrique? Elles sont toujours, en tout cas les batteries sont garanties toujours au moins 8 ans. Et ça, donc on peut... C'est la loi. C'est la loi? Non, je pense pas que ce soit la loi. Ah, parce que la loi, c'est 2 ans pour tous les produits. Ok, donc c'est une base sur laquelle ils sont accordés. Mais les Tesla, quand elles sont sorties, elles ont toujours garanti leur batterie 8 ans. Et ça a posé une certaine norme, en gros, auprès des constructeurs? En quelque sorte. Ok. De toute façon, Tesla a posé les normes des véhicules électriques. Voilà. Si on regarde la majorité des voitures électriques aujourd'hui, elles utilisent la plateforme Tesla. Ouais. Donc, on a toujours tendance à dire on nous impose le véhicule électrique, les politiques nous imposent l'électrique, etc. Non. La voiture électrique, aujourd'hui, si elle est là, c'est parce qu'il y a eu un Gutenberg. Mais je compare toujours un peu Elon Musk avec Gutenberg. Ah oui. C'est-à-dire Gutenberg n'a pas inventé l'imprimerie, mais c'est Gutenberg qui a fait en sorte que l'imprimerie se développe en Europe. Et de la même manière que Elon Musk l'a fait avec la voiture électrique, il ne l'a pas inventée. Il a même racheté une marque déjà existante, mais il en a fait ce que c'est aujourd'hui. Il a surtout lancé le marché. Parce que si sa voiture ne s'était pas vendue... ça n'aurait pas fonctionné. Ça ne se serait pas vendu. donc, combien de temps? Je dirais que aussi longtemps qu'une voiture thermique. Alors, ça nécessite moins d'entretien. Ouais. On va dire que le nerf de la guerre, ça va être l'état des cellules de la batterie. Sur un téléphone portable, on sait qu'au bout de 2 ans, la batterie, elle est un peu fatiguée. Mais sur un téléphone portable, la batterie, elle n'est pas refroidie. Elle n'a pas un système de refroidissement liquide. Et elle n'a pas aussi bien géré les systèmes de recharge. Sur une voiture électrique, si on la charge pas toujours sur du superchargeur, etc., on peut la faire durer très longtemps. Il y a des exemples de voitures électriques qui ont plus de 500 000 km, des Tesla Model S. Il y a des taxis qui ont des durées de vie assez incroyables. Donc, voilà, pour répondre, c'est compliqué de répondre en une phrase. C'est une question vague. Hein. Non, c'est compliqué de répondre en une phrase, mais je dirais que la durée de vie d'un véhicule électrique est la même que celle d'un véhicule thermique, sauf qu'il va falloir entretenir les cellules de la batterie comme on va entretenir un moteur thermique. Ouais. Une Mercedes, les vieilles Mercedes qu'on fait 700 000 km, on refaisait certaines pièces du moteur, etc. Si aujourd'hui on est capable de changer les cellules d'une batterie, la durée de vie sera même plus importante qu'une voiture thermique. On enchaîne sur une deuxième question. Enfin, c'est pas une question, c'est des affirmations que vous nous avez fait sur notre Instagram. Donc, n'hésitez pas à venir nous follow. D'ailleurs, si vous voulez poser d'autres questions pour les prochaines vidéos. Les voitures électriques ne peuvent pas être utilisées pour de longs trajets. Ça, c'est le gros sujet. Est-ce que l'autonomie est limitante aujourd'hui sur les voitures électriques? Il y a beaucoup qui vont dire que oui, par rapport à une thermique. Affirmation fausse, encore une fois. Ah. Alors, c'est intéressant que tu dis ça, parce que moi, je peux te dire, et dans les commentaires de cette vidéo, j'en suis sûr, il y aura beaucoup de gens qui te diront l'inverse. Alors, en fait, si on prend une voiture électrique à 5-6 ans, oui, il n'y avait pas l'infrastructure. Mais encore une fois, le problème de l'autonomie n'est pas un problème à partir du moment où on peut se recharger rapidement. C'est un peu comme quand on est passé du cheval à la voiture essence. Je veux dire, les premières voitures essence, il n'y avait pas de station essence. C'était plus facile de trouver de l'avoine que de trouver de l'essence. Donc on pouvait dire, bah ouais, mais... non, mais c'est une bonne comparaison. C'est ça, c'est exactement ça. Donc au début, les premiers essais de voitures électriques, en effet, ça pouvait être galère. Parce qu'il n'y avait pas de superchargeur. Enfin, c'est Tesla qui a inventé le superchargeur, c'est-à-dire la recharge ultra rapide en courant continu, et non pas en courant alternatif. Courant alternatif à la maison, courant continu donc sur ces bornes spécifiques qui vont envoyer le courant directement dans la batterie, sans passer par un transformateur. Pourquoi? Parce qu'une batterie, elle stocke du courant continu. Et elle envoie son courant continu à un moteur qui, lui, tourne en courant alternatif. Donc, il faut transformer le courant. Mais quand vous avez des chargeurs en courant continu, vous envoyez directement dans la batterie, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on récupère sur la majorité des voitures, vous allez récupérer 100 km en 10 minutes. Et sur une Tesla, vous pouvez même récupérer des fois 200 km d'autonomie en 10 minutes. Donc 200 km, moi quand je fais des longs trajets, et j'ai rencontré plein de professionnels, je connais plein de professionnels qui sont passés du thermique à l'électrique, qui roulent énormément,
et qui y ont gagné en argent surtout, parce que ça leur coûte beaucoup moins cher. Alors, sur les bornes d'autoroute, ça coûte quand même encore plus cher qu'en se branchant à la maison. Hein. Le courant continu sur autoroute, mais tout ce qu'on achète sur autoroute, ça a toujours été cher. Hein. C'est tout le temps comme ça, même le paquet de chips. Ouais. Voilà, c'est ça. Pareil. Voilà, c'est ça. Mais on va dire qu'aujourd'hui, si vous faites un Paris-Marseille avec une Tesla, alors oui, ou allez, on va prendre l'exemple. Il y a beaucoup de gens qui vont au Portugal, en France, qui font des trajets Paris, Porto. Donc là, ça envoie parce qu'ils traversent la France, l'Espagne, enfin une partie de l'Espagne. Et ces gens-là, eux, ils vont en effet être capables de faire 4 heures dans la voiture sans s'arrêter. Bon, celui qui fait 4 heures dans la voiture sans s'arrêter, oui, en effet, aujourd'hui, il faut qu'il garde son diesel. Ouais. Non, mais soyons clairs. Ouais. Mais qui fait ça, quoi? Est-ce que c'est responsable de faire ça? Et puis, moi personnellement, j'ai besoin de faire un arrêt au stand, comme on dit, allez, on va dire au moins 3 heures, quoi. Ouais. Donc aujourd'hui, un véhicule électrique, vous pouvez rouler au moins 2 heures, 2 heures et demie. Enfin, vous pouvez faire 300 km sur autoroute avec des véhicules électriques, on va dire, comme les Tesla Model 3 ou même une MG4 avec une batterie 77 kWh. Vous faites 300 km sur autoroute. Donc non, aujourd'hui, il y a les infrastructures de recharge. Aujourd'hui, on peut faire 300 km d'autoroute. Donc, c'est pas un problème. Ça peut être un problème, en effet, pour celui qui est habitué avec son diesel à faire des 6 heures de route. Voilà. Mais voilà, donc affirmation fausse. On peut faire des longs trajets. Moi, je suis parti en vacances plusieurs fois en voiture électrique. Jamais ça m'a frustré. Et ben alors moi j'ai une question, est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais dire que oui, les stations de charge, etc., elles sont suffisantes en France et en Europe pour pouvoir faire des longs trajets sans souci? C'est-à-dire c'est les mêmes normes d'un pays à l'autre, tout fonctionne pareil à peu près? On retrouve à peu près les mêmes prestations? Aujourd'hui, on pourrait partir du nord de la Norvège et descendre jusqu'au sud de l'Espagne sans problème. Ok. Sans problème. Donc on est bien servi, quoi. Après, l'Europe de l'Est, c'est différent. Alors, on est bien servi. Les utilisateurs de Tesla sont quand même mieux servis que les autres. Ok, d'accord. Parce qu'il y a un réseau spécifique Tesla qui n'est pas forcément au bord des autoroutes, qui nécessite parfois de sortir de l'autoroute. D'aller dans les petits hôtels, campaniles ou des trucs comme ça. Oui, mais c'est très agréable parce qu'au final, le fait de sortir, d'aller au campanile, quand vous faites des longs trajets, vous êtes en famille avec le chien, etc., c'est plus agréable d'être sur le parking du Novotel ou du campanile avec un petit peu de pelouse, la possibilité d'aller manger, etc., que d'être en bord d'autoroute avec les gens qui font la queue, etc. Donc non, c'est vraiment une expérience pour... Avec tous les gens qui roulent encore au thermique et qui te regardent comme ça, sombre. Oui, non, et puis c'est surtout que dans les stations-service classiques, il n'y a pas forcément beaucoup de bornes de recharge. Ouais. Alors que les stations Tesla... vous avez au moins 10 stèles. Donc, en fait, moi, j'ai jamais fait la queue en voyageant avec une Tesla. Ça, c'est la grande crainte, quand même. Parce que tu te dis, attends, une voiture électrique à recharger, c'est quand même... allez, on va se dire, tu restes au moins 20 minutes, quoi. C'est ça, c'est 20 minutes. 20 minutes, une demi-heure. 20 minutes, une demi-heure. Si t'as la queue, que t'as 4 personnes devant toi à la recharge... là, tu sais que t'attends pour 2 heures, quoi. Ça ne t'est jamais arrivé? Ça m'est déjà arrivé d'arriver sur une station où il y avait 4 bornes qui étaient prises. Mais j'avais la possibilité, j'avais encore une marge pour aller un peu plus loin. Donc j'ai jamais vraiment dû attendre. Okay. Non, enfin moi, l'expérience que j'ai après, encore une fois, au début, quand je faisais les premiers essais, j'étais obligé d'utiliser un planificateur, de vérifier qu'il y ait bien des bornes disponibles, etc. Aujourd'hui, avec les planificateurs, on sait le taux d'occupation des bornes. On peut anticiper. Maintenant, en Tesla, ça, j'ai jamais eu de problème. Il y a vraiment quand même encore une différence entre Tesla et les autres en termes de capacité de recharge rapide sur des très longs trajets. Mais aujourd'hui, entre les bornes qu'il y a les différents opérateurs, parce qu'au début, il n'y avait que Ionity qui lançait les superchargeurs. Et Ionity, il n'y a pas beaucoup de bornes. Il y a 4-5 bornes. Maintenant, on commence à avoir plein d'opérateurs. Les opérateurs classiques, enfin les pompes à essence classiques, Total, etc., mettent des bornes. Ils ont compris que voilà. Alors, ils ont compris au début, ils n'ont pas bien compris au début parce qu'ils ont mis des bornes qui ne fonctionnaient pas chez Total. Ah oui. Ce qui a nuit à leur réputation sur l'électrique parce que leurs premiers opérateurs de bornes, on s'est arrêté chez Total, ça marchait jamais, quoi. Catastrophique. Et là maintenant, ils ont repris les mêmes bornes que chez Fastned, qui est un opérateur qui est très efficace.
et avec les mêmes bornes que chez Fastned. J'ai oublié le nom de la marque de borne, je m'excuse pour le fabricant parce que ces bornes fonctionnent bien. Là, maintenant, ça marche mieux. Et maintenant, il y a NG également qui est arrivé sur le marché. Et les bornes NG, elles fonctionnent très très bien. Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème chez eux. Et bon, c'est pareil, il faut que ça se mette. Faut que tout ça se mette en place. Encore une fois, on en revient à la plus il y aura de véhicules électriques, plus il y aura de bornes qui vont arriver. Et la demande appelle... Et plus il y aura, après, derrière, des petits garagistes qui seront capables de vous solutionner des problèmes de batterie. C'est un autre sujet dont on va parler. Bon, alors on enchaîne. Question suivante. Il n'y a pas assez de stations de charge en France ou en Europe pour profiter de l'électrique. Il n'y avait pas. Aujourd'hui, je pense que c'est pas mal. Sur autoroute, on voyage sans problème du nord au sud de la France. On trouve des bornes de recharge rapide sans problème. Là où c'est problématique, je dirais, c'est dans Paris. Dans les grands centres urbains, parce qu'on va devoir se battre pour avoir des bornes en courant alternatif. Il faut sortir son câble. C'est chiant. Moi, je dis toujours, pour acheter un véhicule, pour bien profiter d'un véhicule électrique, il faut pouvoir le brancher chez soi. C'est un avantage considérable. C'est comme si vous aviez votre station essence à domicile et en plus, vous payez rien. Ça peut être 10 centimes d'euros du kilowattheure de nuit avec un bon abonnement, etc. Donc là, 10 centimes d'euros du kilowattheure, vous faites un plein de 70 kilowattheures. Je vous laisse faire le calcul. Ça vous a coûté 7 balles 7 euros. Le plein, quoi. Donc 7 balles le plein, ça vaut le coup. Hein. Ouais. Donc non, une voiture électrique, c'est vrai que quand on peut la brancher chez soi, ou au moins à son bureau, quand on peut faire le plein et rester branché longtemps une nuit, ou tout un après-midi, 3-4 heures, là c'est rentable. C'est très très rentable et c'est très intéressant. Donc aujourd'hui, tu peux le dire, le réseau de chargeurs est satisfaisant en France ? Pour voyager sur autoroute, oui. Après, là où c'est pas satisfaisant, c'est pour les habitations en centre-ville. Il n'y a pas assez de bornes de recharge dans les parkings souterrains pour les habitations. Là, il y a un vrai problème. Ok. Donc ça, c'est des choses qui vont évoluer, c'est pour sûr. Ah mais oui, c'est en train de se faire, mais il faut discuter avec les syndics de copropriété, etc. L'enfer sur terre, ce genre de truc. Voilà, donc en fait, si vous voulez, le frein, il est là en fait. Mais à partir du moment où vous aurez une borne de recharge sur dans votre place de parking, vous aurez vraiment intérêt à passer à l'électrique, et de toute façon, sans même avoir les conseils d'un expert, vous allez le voir tout de suite au niveau financier. Ouais, clairement. Il n'y a pas assez de choix de modèles de voitures électriques sur le marché. Toi, sur tous les modèles que tu as pu tester, que tu as pu essayer, tu as pu remarquer qu'au final, l'offre, elle est restreinte, quoi. Par rapport au marché du thermique, on ne peut pas conseiller autant de voitures, proposer autant de voitures de qualité que sur le thermique en électrique. Alors, je dirais pas, on ne peut pas proposer autant de voitures de qualité, puisque les véhicules électriques aujourd'hui sont de très bonne qualité, et même, je trouve, beaucoup plus agréables que les moteurs thermiques en termes de confort, de réactivité. Enfin, sur bien des points, ils sont supérieurs. En revanche, le vrai gros problème, en tout cas dans les pays occidentaux, puisque c'est pas le cas en Chine, c'est l'absence de voitures populaires et accessibles au pouvoir d'achat des Français. Encore une fois, là, on vient de présenter... moi, j'adore la Fiat 500 électrique. Elle conviendrait parfaitement à mon besoin. Une Fiat 500 électrique, c'était 40 000 € avec une batterie correcte. Et ça doit être, je crois que le modèle d'entrée de gamme avec la petite batterie de 23 kWh, donc vraiment une batterie minuscule qui vous permet de faire une centaine de kilomètres. Là, pour le coup, c'est un peu limité. C'est une voiture qui vaut 30 000 €, quoi. Donc c'est trop cher. Et c'est beaucoup trop cher. Mais c'est un vrai problème parce que on a lancé la Zoé, nous Français, Cocorico. On était parmi les premiers avec la Zoé en 2012. La Zoé, elle est arrivée en même temps que Tesla et la Model S. La Model S, c'était une voiture à 100 000 €. La Zoé, elle était à 35 000 – 30 000 €, ce qui était beaucoup moins cher qu'une Tesla Model S, plus accessible. Mais accessible à qui? 35 000 € aujourd'hui, une voiture qui vous offre 200 km d'autonomie avec un réseau qui n'est pas encore mis en place. En fait, la Zoé, c'est comme le Minitel, quoi, avec Internet. On était les premiers, mais on s'est laissé doubler, quoi. Ouais. Et ça, pour moi, c'est vraiment dommage, parce que la Zoé, en plus, c'était une excellente voiture. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Et là, ils nous font une R5, qui est magnifique. Ouais, qui a bonne presse, en plus. 35 000 €. Ouais. Et le modèle d'entrée de gamme, il sera peut-être à 28. Alors, avec des aides, on va être à 25. Mais 25, une citadine qui a très peu de place à l'arrière, qui est une 4 places. Enfin, je veux dire, moi, pour ce prix-là, j'ai une Polo d'occasion, et puis je peux faire des kilomètres et des kilomètres avant de rentabiliser. Donc, c'est vraiment un problème de prix, en fait. Il n'y a pas de voiture populaire électrique aujourd'hui. La seule, c'était la Spring. Quand ils l'ont lancée,
elle était à 17 000 euros. Il y avait un bonus de 6 ou 7 000 euros. On me corrigera peut-être. On pouvait l'avoir pour 12 000 euros, la voiture. Ouais. Alors, à 12 000 euros, on avait vraiment une voiture, c'était une 2 chevaux. Hein. La Spring, c'est une 2 chevaux. C'est-à-dire que confort limité, la direction, il y a un tuyau d'arrosage à la place de la colonne de direction. En termes de sécurité active et passive, c'est vraiment très limite. Sur autoroute, c'est limité aussi. Mais pour faire les déplacements quotidiens, comme une 2 chevaux, finalement. Très bien. Ça allait bien. Et à 12 000 euros, ça le fait. Ça rentre. Vous voyez, comme seconde voiture, etc. Aujourd'hui, cette voiture-là, ils ont augmenté les prix. Les bonus ont baissé. Aujourd'hui, c'est une voiture qui vaut 17 000, 20 000 euros et qui n'a pas les prestations. Pour ce prix-là, en thermique, vous avez beaucoup mieux. Donc, encore une fois, la voiture électrique est intrinsèquement plus évoluée et mieux utilisée qu'une voiture thermique, mais son tarif aujourd'hui est totalement clivant. Donc, c'est valable aujourd'hui. On peut faire le comparatif thermique-électrique uniquement sur des voitures à 40 000 euros, les Tesla. Ouais. Les Tesla à 40 000 euros, si vous faites le comparatif d'une Tesla à 40 000 euros avec une voiture thermique à 40 000 euros, la Tesla l'éclate. Si vous faites la même chose avec un véhicule populaire, une Twingo face à une Spring, je prends la Twingo. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les constructeurs n'arrivent pas à faire des véhicules pas chers ? Alors, il y a 2 explications. La première, c'est la dépendance avec la Chine, puisque pour fabriquer les cellules, etc., tout vient de Chine, mais pour les smartphones... Pour les ordinateurs, Apple, c'est c'est Design California, Made in China. Made in China, ouais. Les voitures électriques, c'est pareil. Hein. Ouais. C'est Design Europe et Made in China. Donc il y a ça, et il y a aussi le fait que les constructeurs historiques n'ont pas intérêt à cannibaliser tout de suite leur gamme thermique. Ils ne peuvent pas basculer du jour au lendemain. Donc les constructeurs historiques, ils ont intérêt à faire des modèles, on va dire, haut de gamme, sur lesquels ils font de la marge, en plus sur lesquels on leur donne des bonus. C'est à partir de 40 000 euros, j'ai l'impression. À 40 000 euros, aujourd'hui, à 40 000 euros, grâce à Tesla, parce que les autres sont 10 000 euros plus chers, ou 5 000 euros plus chers. Mais on va dire qu'aujourd'hui, à partir de 40 000 euros, moi, j'achète un véhicule électrique. Okay. En dessous de 40 000 euros, j'achète un véhicule thermique d'occasion. Ok. D'occasion. Oui, d'occasion, parce que neuf, je vais avoir un 3 cylindres turbo qui tombe en rade avec des et même si j'achète une Porsche, j'ai un filtre à particules sur ma Porsche. Le budget pour une voiture électrique, même si t'en as qui tirent vers le bas, tu disais la R5, MG aujourd'hui, je dirais que MG aujourd'hui, la MG4, elle est abordable à partir de à partir de 25 000 euros. Hein. On commence à avoir 25 000 euros la MG4. Mais bon, quelqu'un qui fait énormément de kilomètres, la MG4 d'entrée de gamme avec une batterie de 51 kWh, c'est-à-dire un petit réservoir, et une vitesse de charge qui n'est pas exceptionnelle, c'est bien pour 80% de l'utilisation. Ouais. Mais par contre, si c'est un professionnel qui a besoin de se faire 300 km dans la journée, ce qui est rare, hein, mais voilà, là, ce sera un peu plus compliqué. Dans combien de temps tu penses qu'on pourra avoir des voitures électriques abordables ? Il y a peut-être des gens, voilà, si les gens ça existe déjà hein, en Chine, c'est juste qu'il faut les importer. La première qui va arriver et qui va casser le marché, c'est la Seagull de chez BYD. Ah oui, la BYD, c'est la marque phare là-bas en Chine. En fait, c'est elle qui risque de faire le plus de mal à la R5. Ok. Parce qu'en fait, elle est en termes de design, on est loin de la R5. Soyons clairs, elle n'est pas... Oui, elle n'est pas aussi sexy. Elle n'est pas sexy du tout, la voiture. Mais elle offre les mêmes prestations qu'une R5. Et la Seagull, sur le papier, c'est 12 000 euros. Ah oui. Ah oui 12 000 euros. Ah oui contre 30 000 euros. Ah oui On est à plus de surtout pour une petite voiture, pour des déplacements urbains, etc. Et donc moi, j'achète la Seagull à 12 000 euros. Là, je revends ma voiture thermique à 15 000 euros. Et c'est parti, quoi. Et je me fais même 2 000 euros de marge et j'ai une voiture qui consomme plus d'essence, que je peux brancher chez moi et la nuit, ça me coûte rien. Mais elle va sortir en France ? Elle arrive, là. Et je peux pas vous dire quand exactement, parce que j'ai pas les dates, mais elle arrive à 12 000 euros ? Alors, ils annoncent un tarif de $12 000 sur un équivalent de $12 000 sur le marché chinois. D'accord. $12 000, enfin converti en yuan. Ça sera du 15 000 en France, quoi, un truc comme ça. En France, on sera peut-être à 15 000. Et puis, si les importateurs, au début, ils ont envie de faire des marges avec les bonus, ils vont augmenter de 4 000. Si le bonus il est de 4 000, ils vont augmenter de 4 000 le prix pour récupérer le bonus. Donc, c'est un peu ça qui est problématique avec les aides de l'État. C'est que des fois, ça fausse le marché. D'accord, ok. Et il faudrait conditionner en fait les aides de l'État sur des modèles justement. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que là, le marché, grâce aux Chinois ou à cause, on ne sait pas, il est tiré vers le bas.
et il y a la concurrence, quoi, très sérieuse. Oui, je dirais plutôt qu'à cause des constructeurs historiques, le marché est trop cher. Le marché reste volontairement cher pour pas que la transition soit trop brutale. Ouais. Ah oui, parce que, je veux dire, en même temps, notre industrie, elle est basée aussi sur le véhicule thermique, nos usines, etc. Et pour un constructeur historique, basculer du jour au lendemain de la voiture thermique électrique, c'est tout simplement suicidaire. Donc, avec les constructeurs chinois, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on commence à mettre en place aussi des mesures protectionnistes, ouais. Pour faire en sorte que les véhicules soient produits au moins en Europe. Sauf que les constructeurs historiques, n'ayant pas le savoir-faire ni les matériaux pour faire les véhicules et les sortir rapidement, sont obligés de faire appel aux constructeurs chinois. Donc là, récemment, Peugeot a fait un partenariat avec Leapmotor pour pouvoir faire des Leapmotor badgés Peugeot qui seront abordables. Ok. Mais ils auraient dû le faire bien longtemps. Ouais. Et je me souviens, à l'époque, j'avais dit au patron de Peugeot, mais pourquoi vous ne faites pas un partenariat avec Tesla? Bah oui. En plus, Tesla, à l'époque, n'avait qu'une usine et avait besoin de créer des... Alors, pourquoi vous partagez pas? Nous, on fera nous-mêmes et on préfère faire des plateformes multimodales où on fait à la fois sur la même plateforme de l'électrique, de l'hybride et du thermique. Mais le manque de vision. Non, c'est pas un manque de vision, c'est une volonté de préserver. Oui, leur business. Oui, et puis préserver son savoir-faire aussi. Et puis, encore une fois, il y a un problème aussi d'ingénieurs. Il faut avoir les ingénieurs qui connaissent complètement. La technicité, etc. Donc, derrière, il y a de la ressource humaine. Non, mais les écoles de mécanique, aujourd'hui, les écoles automobiles, vous apprenez à faire de la mécanique et vous apprenez pas à changer des batteries. Ouais, bien sûr. Faire une école pour la téléphonie portable, ça n'existe pas non plus, mais il fallait faire une école d'informatique finalement. Ça existe maintenant les écoles de mécanique pour électrique ou Alors pas les spécialistes, ils commencent forcément, ils sont obligés de s'adapter de plus en plus, mais il y a un vrai problème de formation. Ok. Question suivante, les voitures électriques n'ont pas de bonne suspension. Apparemment, c'est dur. C'est une idée reçue qu'on pourrait avoir sur les véhicules électriques? Alors, oui et non. Oui, parce qu'en effet, il y a beaucoup de véhicules électriques qui sont des SUV à 50 000 euros, 40, 50 000 euros, et comme tous les SUV, mais c'est pareil pour les SUV thermiques, dès que vous êtes sur un véhicule haut et lourd, vous avez tendance à durcir les suspensions pour limiter, on va dire, les mouvements de caisse, etc. Et il y a une tendance générale sur les voitures, avec l'arrivée des SUV finalement, en plus des SUV avec des grandes roues, parce que pour faire bien, on met des grandes roues, ce qui est très beau pour l'esthétique, mais ce qui est pas bon du tout pour le poids, pour tout. Enfin, pour le reste, c'est pas bon. Et donc, oui, il y a beaucoup de voitures électriques qui sont fermes parce que ce sont des SUV, mais c'est pas parce qu'elles sont électriques qu'elles sont fermes, et c'est pas parce qu'elles sont lourdes, puisqu'encore une fois, le poids est bas. Et donc, la voiture est mieux équilibrée. Donc, non, les voitures électriques sont... et en plus, il y a certaines voitures électriques qui ont des suspensions pneumatiques. Hein, une Model S, c'est très confortable. Donc, pas de raison de penser ça, quoi. Non. En fait, il n'y a pas de lien, entre le fait que ce soit une électrique et le fait qu'elle soit dure, quoi. C'est plus que la plupart du temps, c'est des SUV. Voilà. Ok, j'ai compris. Alors, c'est pas une question, c'est une affirmation qu'on me donne. Et tu vas me dire si c'est vrai ou faux. On ne prend pas de plaisir à conduire en voiture électrique. Faux. Faux? Bah oui, faux. Bah non, mais tu sais, on peut se dire qu'elles sont lourdes, qu'elles sont pâteaux, du coup, etc. Et suspension. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Alors, une anecdote. J'essaye une Tesla Model 3 avec un confrère qui s'appelle Loïc Depailler, pour ceux qui s'intéressent à l'automobile. C'est un journaliste qui a travaillé longtemps pour le magazine Top Gear et dont le papa était pilote de Formule 1, qui est mort en course, malheureusement. Et lui, il a un très, très bon coup de volant. Et il est né, on va dire, dans la course automobile, donc c'est un pur et dur. Hein. Il est né dedans, comme Obélix est dans la marmite de potion magique, lui, il est né au milieu des pistons et des cylindres. Et la première fois qu'il a essayé une Tesla, on était ensemble. Et quand on est monté dans la voiture, au début, il me dit, bon, je vais essayer ton fer à repasser pour te faire plaisir, parce que moi, j'avais déjà essayé des Tesla, et je lui avais dit, tu vois, il appelait ça un fer à repasser. Et oui, mais c'était en plaisantant, oui, ta machine à laver, tu vois. Ouais. Et en fait, à la fin de la journée, il a essayé une Model 3 Performance. Il a pu l'essayer sur circuit, ce qui est rare. On était au circuit Paul Ricard. Il avait une banane incroyable parce qu'il pouvait drifter, il pouvait faire ce qu'il voulait avec la voiture. Il pouvait régler le couple sur l'avant, sur l'arrière. Il pouvait faire des choses qui sont impossibles à faire. Alors, certes, on n'a pas les vibrations. Certes, on n'a pas l'odeur d'huile, etc. Mais finalement, tout ça, c'est des défauts. Ça lui a pas manqué. Habitué. Ouais. Non, et puis, c'est aussi... Il faut pas oublier que le marketing... est là aussi pour nous habituer à pour faire des défauts une qualité. C'est le but même
des marketeux. Hein, voilà. Et donc dans l'automobile, le bruit et tout. Le bruit, on en a fait une musique. Alors que c'est un défaut à la base. C'est clair. Ne l'oublions pas. Et encore une fois, le bruit d'une voiture sur un 6 cylindres atmosphérique, on va dire que sur des voitures de sport, avoir un beau bruit, oui. Enfin, la majorité des voitures qui roulent, en général, c'est plutôt, aujourd'hui, c'est des 3 cylindres turbo avec des filtres de partout. Même sur les voitures de sport, il y a des filtres à particules maintenant. Même aujourd'hui, sur une Porsche, vous avez un filtre à particules. Donc, les bruits sont plus les mêmes qu'avant. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, le bruit est sympathique que sur des voitures de sport. Mais la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, c'est pas une voiture de sport. La majorité des voitures qui circulent, pendant longtemps, même c'était des diesels. Celui qui trouve le bruit d'un diesel sympathique, il faut qu'il m'appelle. Et pour le poids, alors si elles sont lourdes, elles sont forcément différentes à la conduite. On peut prendre moins de plaisir que sur une petite voiture légère. Alors le poids est en effet un des défauts des voitures électriques avec le prix. Pour moi, les deux défauts des voitures électriques, c'est le prix et le poids. Maintenant, le poids, l'avantage d'un véhicule électrique, c'est que le poids est bien réparti. C'est-à-dire que l'essentiel du poids qui est représenté par la batterie, parce que les moteurs sont très légers par rapport à des moteurs thermiques, le poids est réparti dans le plancher. Donc c'est un peu comme les motos BMW. Vous voyez, les motos BMW, c'est des grosses motos, mais elles sont très maniables. Et un débutant peut conduire une BMW, même très grosse. Pourquoi ? Parce que le moteur, il est très bas. Et la façon dont est fait le moteur, il dépasse un peu sur les côtés, vous avez sur les BMW. Pourquoi il dépasse ? C'est vrai que c'est pas pratique qu'il dépasse, mais c'est parce que ça permet aussi au poids d'être très bas, au lieu d'être en hauteur. Plus le poids est bas, et mieux c'est pour l'agilité. Donc une voiture électrique, on va dire globalement, sera peut-être 200 kg plus lourde qu'un véhicule thermique de puissance équivalente. Mais c'est compensé par le fait qu'il y a une très bonne répartition des masses, et en plus, derrière, vous avez un couple immédiat, une réactivité immédiate, vous avez du freinage régénératif qui peut être aussi réglable, etc. Donc, non. On peut kiffer. On peut prendre du plaisir. Et il y a même une marque comme Hyundai qui a fait une Hyundai Ioniq 5N qui reprend les défauts des voitures thermiques avec une boîte de vitesse qui met des à-coups, etc. Tout est factice. Mais bon, ça peut être marrant. Ça permet de faire Tout est factice dedans ? Tout est factice puisque c'est un véhicule électrique. Donc, en fait, si vous voulez, c'est un moteur électrique avec... Il n'y a pas de boîte de vitesse, en fait. Il n'y a pas de boîte de vitesse, ça fonctionne comme toutes les voitures électriques. On a qu'une vitesse, mais ils ont simulé, on va dire, des vitesses logiciellement. De manière, avec un logiciel. Ah, c'est drôle. Ils ont le bruit, donc on a le bruit dans les enceintes. C'est dans les enceintes. Et on a le bruit dans les enceintes, et puis on a même des à-coups. Ils ont même généré des à-coups de boîte de vitesse. Bon. Et en mode... Tu peux le désactiver, le mode ? Bien sûr. Et d'ailleurs, là où elle est la plus performante, la voiture, c'est en mode électrique et automatique. Dès qu'on va utiliser les vitesses, on perd du temps à les passer et la voiture est moins performante. Mais c'est très, très drôle et c'est assez impressionnant. Mais encore une fois, ça, je pense que ça marche aujourd'hui parce qu'on est en période de transition. Mais ce sera totalement anachronique dans 10 ans. Mais c'est drôle et ils ont eu raison de le faire. Ok. Alors, les questions suivantes sont un peu plus, on va dire, rigolotes. C'est des questions qu'on a eues, tu verras. C'est cocasse. Les voitures électriques ne peuvent pas être rechargées sous la pluie. Alors, vrai ou faux ? Pas faux, complètement faux. Je sais pas, l'électricité, l'eau... Oui, non, mais tout est... Je sais pas. Alors, disons qu'une voiture électrique est plus étanche qu'une trottinette électrique. D'accord. Voilà, mais en même temps, c'est... Heureusement, parce que les trottinettes, c'est pas souvent étanche. C'est ça. Alors, donc, c'est vrai que la question est pas si bête. Maintenant, il y a eu des exemples. Là, récemment, d'ailleurs, il y a eu une vidéo un peu virale qui a tourné sur les réseaux. C'était une Taycan qui évoluait dans l'eau à Dubaï. Oui. Et le gars, en fait, il était beaucoup plus à l'aise avec son Taycan dans la flotte que les voitures thermiques. Pourquoi ? Parce que l'eau, elle rentre moins facilement dans le moteur électrique et les batteries, elles sont étanchéifiées à bloc, quoi. Donc, finalement, une voiture électrique est plus à l'aise dans l'eau qu'une voiture thermique. D'accord. Donc, au final, donc l'eau ne fait pas peur à la voiture électrique ? L'eau ne fait pas peur à la voiture électrique du tout. Ok. Non. Donc, bon, pour ça... Ce qui fait peur à la voiture électrique, je dirais que c'est plutôt les grosses chaleurs. Et le gros froid. Et le grand froid, ouais. On va en parler juste après. Question suivante. Les voitures électriques perdent rapidement leur valeur. Alors, oui et non. En effet, si on prend l'exemple d'une Porsche Taycan, mais bon, c'est pas la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Hein. Non. On parle quand même d'une niche. Mais en effet, une Porsche Taycan aujourd'hui décode davantage qu'une Porsche 911. Ok. Par exemple. Bon. Si je prends une Tesla. Mais je suis pas certain qu'une Taycan décode beaucoup plus qu'une Panamera.
La Panamera qui est un peu l'équivalent de la Taycan, on n'est pas sur la voiture de sport de place, on est sur la grande routière long trajet. Donc en fait, par rapport à une Panamera, franchement, il y a match. Hein. Il y a une petite, en effet, il y a une décote, mais une Panamera, ça décote énormément aussi, donc non, pas spécialement. Maintenant, quand on regarde les Tesla, le problème, c'est qu'il y a eu énormément de variations de prix. Donc il y a des gens qui ont acheté des Tesla à 45 000 et puis un mois après, la voiture elle était à 35 avec les aides, etc. Donc celui qui l'a acheté à 45 et après sa valeur elle était à 35, oui en effet lui il a un peu les boules et il va avoir une décote. Maintenant quand on regarde les annonces de Tesla Model 3 d'entrée de gamme, ça tourne quand même toujours au-dessus de 25 000. Je dirais que le prix moyen, une voiture qui a 100 000 km, c'est au-dessus de 25. Hein. Et si tu achètes une Mégane E-Tech non, ça garde la cote une Tesla quand même. Et une voiture électrique de Renault, par exemple, ça perd de la valeur ou pas? Alors, une Mégane E-Tech, bonne question. Il faudra regarder sur le bon coin par rapport à la... Mais en fait, encore une fois, elles sont tellement chères à l'achat, ces voitures-là. Et comme en plus, ils ont joué des bonus, en fait, c'est le bonus qui donne la sensation... que la voiture a énormément perdu parce que son prix a été majoré par rapport au bonus. Mais il n'y a pas de raison qu'un véhicule électrique décote davantage parce qu'il vieillit mieux. Ah oui? Bah oui, puisque la batterie est garantie 8 ans. Si la voiture n'a pas été branchée constamment sur des superchargeurs, et c'est le cas, puisque la majorité des utilisateurs ils branchent chez eux la nuit. Chez eux la nuit. Donc là, la batterie, elle est en bon état, et puis il n'y a pas de boîte de vitesse, il n'y a pas de piston, il n'y a pas de bielle. Donc ça, c'est vrai qu'il y a moins de maintenance à faire sur une voiture électrique. En fait, la base, je dirais que c'est comme un téléphone portable. Je veux dire, le nerf de la guerre, c'est la batterie, et c'est les moteurs, tout ça. Non. Alors, les moteurs Renault, à voir, parce que c'est les moteurs avec des balais. C'est les moteurs synchrones, mais à balais. Et eux consomment un peu plus et peuvent nécessiter de l'entretien parce qu'il y a une espèce de frottement interne. Maintenant, les moteurs Tesla, aucun problème. Ça bouge jamais. Les moteurs synchrones à aimant permanent qu'on trouve chez toutes les marques chinoises, etc. Non, il n'y a pas de souci. Sur les moteurs, il n'y a pas de souci. Les soucis qu'on va trouver, ça va être la batterie qui s'use, qui perd de sa capacité comme un téléphone, en fait. Et puis après, ça va être l'écran, comme un téléphone. Ça va être l'écran, les mises à jour. Sur les Tesla Model S, par exemple, les principaux problèmes qu'ils ont eu... Le processeur qui n'est pas assez puissant. Il y avait des mises à jour, le processeur n'était pas puissant. Donc, les vieilles Model S, en fait, le souci, souvent, c'est plus l'écran et on va dire la partie software, en fait. C'est la partie hardware même. Oui, qui du coup est limitée, ça limite le software. Mais sinon, vous allez consommer un peu plus de pneus si vous accélérez comme un malade parce que vous avez si vous faites que ça, voilà. Ouais. Mais quelqu'un qui roule normalement, il va user moins de freins. Il n'y a pas de vidange, il n'y a pas de filtre à particules qui se bouche. Il n'y a pas de courroie de distribution qui baigne dans l'huile comme les 1 litre de PureTech qu'on trouve sur toutes les Peugeot et qui sont en train de péter les uns après les autres. Donc, sur le papier, c'est beaucoup plus fiable. Ok, donc on ne peut pas dire qu'une voiture électrique perd plus de valeur qu'une thermique. Pour en revenir à la valeur de revente, il y a une forte décote parce que le prix est élevé et qu'il y a des bonus. Et donc, par rapport au prix bonus... C'est ça, il y a cette espèce de truc. Mais non, globalement, non. Ça reste, même là, même une Fiat 500 d'occasion, ça continue de coûter assez cher. Hein, et pourtant, c'est pas la plus fiable. Oui, ça fonctionne globalement comme le marché des voitures thermiques, je suppose, en occasion. Mais après, ce qui est pas fiable, encore une fois, ça va plus être la partie électronique. Et en fait... C'est comme les smartphones. Ça vieillit dans le temps. Et c'est des problèmes très simples. Mais comme il n'y a pas beaucoup de techniciens pour pouvoir... Et là, il y a un marché... mais de dingue. Parce que, on va dire, celui qui ouvre un garage, qui va gérer ce genre de pépins, ça va être beaucoup moins compliqué que de changer une boîte de vitesse avec un arbre de transmission, etc. Quand on voit, moi, quand je vois des vidéos de spécialistes de la mécanique qui changent des moteurs, qui font des swaps, etc., quand on voit la technicité, à réparer un téléphone portable, c'est plus simple. Et comme un téléphone portable et une voiture électrique, c'est la même chose.
Il y a peut-être une idée à faire, alors non, business à lancer. Non, mais c'est en train de se faire. Ouais, ça arrive. C'est en train de se faire. Là, on est dans une phase intermédiaire. Bien sûr. Allez, question suivante. L'autonomie annoncée chez le concessionnaire n'est pas l'autonomie réelle. C'est du mensonge. Ah non, c'est vrai. C'est pas l'autonomie réelle. Il a raison. L'autonomie annoncée par les constructeurs, mais elle est fausse. Non, mais les consommations annoncées par les constructeurs depuis les débuts de l'automobile n'ont jamais été. Mais qu'est-ce que je ne comprends pas. Pourquoi? C'est des normes. Ouais, c'est des normes. En fait, les voitures, elles sont testées à une certaine allure. Mais c'est l'allure qui favorise le mieux l'autonomie, c'est ça? Pas nécessairement, mais ce qui est intéressant avec ces normes, c'est que ça permet de comparer les véhicules entre eux. Oui, sur le même piédestal. Exactement, sur le même piédestal. Parce que dans la réalité, c'est impossible de faire une consommation juste. Dans la réalité, moi-même, en tant qu'essayeur, quand je donne des consommations sur mes vidéos, quand je fais un essai pour automobile propre et que je fais, à la fin, je dis j'ai consommé tant, souvent, je me prends des... Ouais. Des remarques en disant tu consommes comme un bourrin, t'es un bourrin d'essayeur, etc. Ce qui n'est pas complètement faux, certes. Mais je veux dire, une consommation dépend du relief, des pneus, de plein de choses, l'état du revêtement, de la température. Donc en hiver, en été, la pluie aussi. Sous la pluie, vous consommez plus de. Donc en fait, il y a tellement de variantes qu'il faut pouvoir créer une norme. Donc c'est pour ça que les normes qui sont faites, et puis bon, évidemment, quand ils font les normes, c'est les constructeurs qui les font. Donc ils vont dans le bon sens. Ils vont pas mettre des normes beaucoup trop sévères. Ce qui est logique. Mais ça permet d'avoir une base sur laquelle une unité de mesure. C'est une très bonne unité de mesure. Moi, je dis, en général, vous enlevez 20% pour avoir l'autonomie réelle. Mais encore une fois, ça dépend, si en hiver, en été. On va dire, c'est vraiment très grossier ce que je dis. Donc moi, je fais 20% pour l'usage quotidien. Le WLTP, c'est vraiment la conduite. Donc ça, c'est le WLTP, c'est quoi? WLTP, c'est conduite éco, en étant vraiment en ville et en... Ça, c'est une unité de mesure, c'est ça? Ah non, le WLTP, c'est l'unité de mesure de l'homologation officielle. Et puis, c'est une norme internationale. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Toi, ton conseil, c'est on baisse de 20%. Le WLTP correspond au maxi que vous pourrez faire en étant vraiment doux avec l'accélérateur. Si vous êtes dans la réalité, je dirais, vous enlevez 20%. Et si vous êtes sur autoroute, vous enlevez 30%. Ok. Oui, donc quand même. Autoroute à 130, attention, hein, parce qu'à 120, en Espagne, c'est 120. Oui. Ça sera plus 30. Il y a une grosse différence. T'as vraiment une différence de la vitesse 110, ça porte 110, 130. Parce qu'en plus, les moteurs électriques, ils ont un régime de rotation. Comme on n'a pas de boîte de vitesse, il y a un moment, quand ils sont à haut régime, ça y va. Ça boit. Ok. Et notamment les Renault, avec leur moteur. Ok. Allez, question suivante. L'accélération sur les voitures électriques est dangereuse. Pour moi, si vous voulez, c'est tellement un avantage en tant qu'amateur de conduite que pour moi, plus c'est réactif, plus j'ai du haut débit et mieux c'est. Donc je peux et pas. Plus tu peux réagir. Moi, je peux pas entendre l'argument la vitesse tue et la vitesse. Je peux pas entendre cet argument-là. Oui, la vitesse, ça tue pas. C'est la connerie qui tue et c'est la mauvaise exploitation de la vitesse. Ouais. Donc, vous voyez, par exemple, moi, je pense qu'en ville, il y a des tas d'endroits où 50, c'est extrêmement dangereux. En revanche, sur autoroute, aujourd'hui, avec une voiture moderne, 150, pour moi, c'est pas dangereux du tout. Ouais. Avec une voiture des années 70, date à laquelle on a créé les limitations de vitesse, 130, c'était pas mal. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, dans une voiture moderne, 150, je veux dire, c'est moins dangereux que 130 en 1970. Donc c'est pour ça que la vitesse, c'est une notion qui est hyper relative. Dire la vitesse tue, c'est comme dire le feu brûle et l'eau noie, quoi. Ouais, l'eau noie, si on en avale trop d'un coup. Le feu brûle, si on met la main dedans. La vitesse tue, si on roule à 200 en centre-ville. Maintenant, à 200 sur autoroute, la vitesse tue pas, quoi. Donc, pour moi, c'est un faux débat. Mais en effet, il faut faire attention quand on est habitué à avoir un véhicule thermique qui monte en régime. Il y a eu des accidents qui étaient liés à des gars, ou des femmes, mais c'était souvent des hommes. Parce que demandez aux assureurs, en général, les hommes sont plus dangereux que les femmes au volant. Et donc, en fait, c'est ça, c'est qu'on est pris par on est grisé par la capacité de réaction, et donc il faut s'habituer à ça. Mais bon, je peux pas admettre, si vous voulez, que... Mais c'est pas un défaut. Oui, c'est ça, c'est une mauvaise utilisation. Voilà. Encore une fois, c'est parce que entre le siège et le volant, il y a un homme et que l'homme est grisé par la vitesse. Exact. Toujours. Je ne peux pas acheter une voiture électrique car je ne peux pas la charger à la maison. Est-ce que acheter une voiture électrique quand on habite en appartement, donc avec un parking commun, etc., c'est une bonne idée? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que tu déconseilles?
Non, moi, je déconseille pour l'instant quelqu'un qui, comme toi, qui vit en centre urbain, déjà d'acheter une voiture tout court. Déjà. Et pourtant, j'adore. Mais parfois, t'es pas en centre urbain, tu sais. Il suffit d'habiter dans l'automobile. Hein, tu vois, moi, c'est une religion pour moi, l'automobile. Donc, si je te dis, faut pas acheter de voiture à Paris, c'est parce que je vois bien que. Moi, c'est Paris, mais parfois, ça va être des villes plus petites comme La Roche-sur-Yon, mais tu peux habiter en immeuble, par exemple. Alors, en immeuble, si vous n'avez pas de borne de recharge, il faut être sûr d'avoir un point de charge pour se brancher la nuit. Mais encore une fois, sur une borne publique, ça coûtera toujours plus cher qu'à la maison. Ouais. Si vous ne pouvez pas vous brancher chez vous, conservez votre véhicule actuel et faites la transition quand il faudra la faire. Toi, aujourd'hui, quelqu'un qui habite du coup dans un appartement en immeuble avec un parking où il n'y a pas de charge accessible, tu déconseilles? Je lui déconseille le véhicule électrique, même si, encore une fois, je trouve ça formidable. Je lui déconseille, mais parce que c'est pas à cause du véhicule électrique, c'est à cause de l'infrastructure. La dernière question, et celle-là, elle est cruciale. Apparemment, on perd de l'autonomie quand on est en hiver sur une voiture électrique. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un vrai argument des anti-électriques. Un téléphone portable en hiver, ça a moins d'autonomie que... Voilà. Alors après, sur les voitures électriques, la différence qu'il y a avec un téléphone portable ou un ordinateur, c'est qu'on a un système de gestion thermique. Donc, on a un système de refroidissement ou de réchauffement des batteries. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans les cellules, vous allez avoir un liquide qui va vous permettre, qui va chauffer ou pour pouvoir gérer la température. Ça va permettre déjà à votre batterie de durer au moins 8 ans. Donc oui, pour revenir à la question, en hiver, on va perdre beaucoup d'autonomie, notamment sur les batteries lithium fer phosphate. Mais après, si vous avez une bonne gestion de la température de votre batterie, donc sur les Tesla, en général, on va perdre un peu moins parce qu'il y a une gestion thermique qui est très, très efficace des cellules. Ouais, quand on allume sa voiture alors qu'il fait un peu trop froid, il y a un préconditionnement de la batterie, voilà, alors déjà, si vous voulez faire en effet, si on veut, avant de monter dans sa voiture et de démarrer, une voiture électrique, le gros avantage, c'est qu'on peut la programmer avant de monter dans la voiture. Elle est connectée. Avec le téléphone, on dit, je pars à 8h tous les matins, à 8h, on monte dans sa voiture, elle est déjà chaude. Et elle est dégivrée. Il n'y a plus de grattoir avec un véhicule. C'est génial parce que le temps passé à gratter son pare-brise. Maintenant, oui, on va perdre quand même, quand il fait très très froid, ça va nécessiter plus d'énergie tout simplement parce qu'il va falloir chauffer, il va falloir utiliser le chauffage. Réchauffer la batterie. Il va falloir utiliser les phares, etc. Il va falloir que la batterie monte en température aussi. Maintenant, si on a préchauffé sa voiture, avant de partir, on va consommer moins. Parce que c'est étonnant, ouais. Ben non, parce que si on doit en plus entraîner les roues et utiliser le chauffage, il vaut mieux d'abord utiliser le chauffage qui monte tout doucement en température. Ouais, on fait les choses progressivement, en fait. Il faut faire les choses progressivement pour consommer moins. Parce que le froid fait du mal à l'autonomie, à la batterie. Les batteries n'aiment pas le froid, en général. Et les batteries lithium fer phosphate, encore plus. Donc, en général, les lithium fer phosphate, c'est les batteries qu'on a sur les véhicules les moins chers, les plus populaires. Ok. C'est pour ça que sur son téléphone, quand on est au ski, généralement, quand on est dans le froid, dans la montagne, on perd en autonomie rapidement. Ouais, et alors, c'est pas du lithium fer phosphate sur les téléphones, mais les téléphones n'ont pas de gestion thermique. Oui. Ils sont pas refroidis ou très peu. Enfin, il y a un refroidissement par air. Ouais. Mais il y a beaucoup de véhicules électriques, notamment les trottinettes, des petits véhicules électriques pas chers, donc les trottinettes, etc. Il n'y a aucune gestion thermique. Et donc, en été, hop, ça va brider. Parce que déjà, c'est le moteur, avant même la batterie, le moteur, il va surchauffer. Ouais. Le moteur, il tourne très très vite. Le moteur électrique, ça tourne extrêmement vite. Donc, c'est aussi le moteur qui va chauffer. Donc, il faut refroidir le moteur, les batteries. Mais oui, les batteries perdent quand même pas mal d'autonomie en hiver. Je pense que ça peut descendre 20%. Hein, ah oui, quand même. Quand il fait très froid. Hein. Ok. Quand il fait très froid. Après, on a des systèmes de pompe à chaleur qui vont pouvoir limiter par grand froid, on va dire, la consommation, notamment du chauffage, etc. Mais bon, je dirais qu'une voiture thermique dans le froid consomme aussi... dans le froid, tout nécessite un peu plus d'énergie, quoi. Très bien, mais t'as répondu à toutes mes questions. Bah écoute, Maxime, c'était bien intéressant. On te suit sur tes réseaux, évidemment, si vous connaissez pas, mais j'ai l'impression que vous connaissez tous. Ma chaîne YouTube, vous pouvez aller voir. Et dans mes playlists, en fait, vous avez tout mon travail que j'ai fait à la fois pour moi. Donc ta chaîne YouTube, c'est Maxime Fontanier ou Max Reportage. Max Reportage, ok. Max Reportage ou Maxime Fontanier. Et t'as fait des playlists avec toutes les vidéos que tu fais. Tout mon travail depuis 10 ans.
est regroupé dans mes playlists. Ok. Donc il y a Pratique. des essais de voitures électriques depuis 3 ans, énormément pour Automobile Propre. Ouais. Et vous avez aussi beaucoup d'essais de moto, pour ceux qui ça n'a rien à voir, mais voilà, beaucoup d'essais de moto que j'ai fait pendant 8 ans. J'ai l'impression que les gens te connaissent majoritairement via Automobile Propre, en tout cas sur Internet, là. Oui, parce que Automobile Propre a vraiment un aura et a vraiment Une crédibilité aussi. Et puis surtout, ça a été les premiers à vraiment sentir La voiture électrique. le développement et militer pour aussi démontrer l'intérêt technologique du véhicule électrique. Et voilà, et expliquer comment ça fonctionne. Bah, on les salue, d'ailleurs, Automobile Propre, si jamais vous nous regardez. À très bientôt, Elle est là, Max. la caméra. Salut. Elle est là? Ouais. Ah bah, Non, elle est là. C'est parce que je parle. Salut. Allez, ciao tout le monde, Salut. salut.